On est live. Excellent. Si vous voulez aller sur vos réseaux respectifs pour repartager. Sinon, nous serions prêts à commencer bientôt. On a quelques personnes qui viennent d'arriver encore. Donc, bonjour aux gens qui viennent d'arriver sur la conversation Zoom. Je vais simplement vous demander de laisser votre caméra et votre micro fermés pour l'instant pour simplement avoir les intervenants à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser une question via le chat. Là, on va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, je commencerai tout simplement par me présenter. Donc, Carl-André Poliquin, je suis conseiller en entrepreneuriat et formateur en éducation financière chez Option Travail. Donc, dans le cadre de mon travail, j'ai affaire avec beaucoup d'entrepreneurs immigrants. J'ai beaucoup de questions relatives à toutes sortes de choses par rapport à l'immigration qui sont assez complexes et que ça prend quand même des gens spécialisés pour répondre à ces questions-là. Et c'est un peu pour cette raison-là que j'ai été chercher l'expertise de M. Roger Pichette, Mélanie Abdelmalak, ainsi que l'expérience d'une entrepreneur, Laou Keita, qui va nous partager un peu comment elle a vécu se lancer en affaires en immigration au Québec. Donc, rapidement, je ne sais pas si vous voulez faire un mot d'introduction, Mélanie. Je ne sais pas si vous voulez te présenter rapidement. Oui, merci. Donc, je suis Mélanie Abdelmalak, je suis directrice entrepreneur internationaux chez Québec International. On est l'agence de développement économique de la grande région de Québec. Et notre équipe, en fait, on accompagne vraiment les entrepreneurs, même qui sont à l'extérieur du pays et qui veulent venir s'installer dans la région, mais aussi ceux qui sont déjà sur place, qui ont des origines internationales et qui ont besoin d'aide pour accéder au réseau, à l'écosystème, connaître les opportunités, avoir de l'aide en immigration, des conseils légaux en comptabilité, fiscalité, etc. Donc, tout ce qui peut surgir dans le parcours de l'entrepreneur jusqu'à leur installation, leur intégration dans les réseaux d'affaires, on est là pour aider et tous nos services sont gratuits. Merci Mélanie. Roger, est-ce que tu voulais prendre une minute pour te présenter? Oui, avec plaisir, merci. Mon nom, moi, c'est Roger Pichette. Je suis avocat, président et cofondateur du cabinet BB Immigration. Donc, un cabinet qui est dédié aux droits d'immigration basé à Québec, Saint-Georges, puis Thetford Mines. On est aussi une filiale d'un cabinet de droit des affaires. Donc, un petit peu sur la thématique de ce jour, on est vraiment des entrepreneurs qui ont vu les besoins d'immigration croître hors de la région de Montréal il y a plusieurs années. Et donc, en 2011, on a choisi d'incorporer un cabinet qui fait que de l'immigration. Donc, nos conseils vont du conseil de l'individu qui a un permis de travail à l'accompagnement des entrepreneurs qui veulent mettre en branle un projet d'affaires au Québec, au Canada. Merci beaucoup. Léo, est-ce que tu voulais nous faire un petit résumé de pourquoi est-ce que je t'ai invité aujourd'hui? Absolument, merci beaucoup. Donc moi, je suis Laou Keita, la cofondatrice de Keita Systems, une société d'expertise et de conseil aéronautique qui a choisi de s'implanter à Québec. Et donc, merci de m'avoir invitée parce que justement, ça va me permettre de donner un petit peu tout ce parcours d'immigration à la ville de Québec et comment est-ce que j'ai été accompagnée par Québec International et comment je suis actuellement encadrée par notre incubateur, Le Camp, qui nous permet justement de nous insérer harmonieusement dans l'écosystème québécois. Exact. Je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler un petit peu de différents incubateurs comme le camp. Je pense que c'est le genre de choses qui peut être assez intéressant dans le parcours de différents entrepreneurs. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Donc, j'aimerais commencer avec Mélanie pour voir un petit peu c'est quoi les ressources qui sont disponibles. Donc, moi, j'habite à l'extérieur du Canada. J'ai envie de venir au Québec pour entreprendre. Par où je commence? C'est quoi les ressources qui sont disponibles avant que j'arrive au Canada? Puis quelles sont les ressources qui sont disponibles une fois que je suis ici, finalement? Parfait. Mais écoutez, la première chose, souvent, c'est d'être capable d'identifier un projet. Donc, des fois, les gens ont juste un projet de vie. Ils veulent venir s'installer dans la région de Québec ou au Québec, au Canada. Ils ne savent pas par où commencer. Donc, les ressources disponibles, c'est souvent les agences de développement économique régional comme nous qui peuvent vraiment faire découvrir leur territoire, aider les gens à se repérer un petit peu sur les secteurs économiques, les opportunités d'affaires. Donc, nous, on travaille avec une panoplie, entre autres, d'intervenants sur le territoire.
Il y a différents types de projets. On a des jeunes entrepreneurs qui ont des projets technologiques, un peu comme Laou, qu'on a accompagné, qui veulent s'intégrer dans l'écosystème d'innovation, donc de trouver les incubateurs accélérateurs, de trouver les écoles d'entrepreneuriat, les centres de formation d'entrepreneuriat, différents centres de recherche aussi qui peuvent être des portes d'entrée pour des projets qui correspondent avec votre projet d'affaires. Sinon, d'autres personnes vont regarder un petit peu plus tout ce qui est rachat d'entreprise, création d'un projet d'affaires qui peut être via une franchise, par exemple, dans un cadre qui existe déjà. Donc, à ce moment-là, il faut trouver la ressource qui peut vous diriger vers les opportunités d'affaires. De notre côté, Québec International, on s'est concentré dans les dernières années à développer vraiment tout un réseau d'intervenants qui font de l'achat-vente d'entreprises d'ailleurs et des franchiseurs qui cherchent des franchisés. Donc, ça donne accès à toute une foule d'opportunités d'affaires pour aller s'intégrer dans un cadre qui est déjà structuré. Donc, une entreprise qui a déjà une clientèle, qui a déjà un chiffre d'affaires, qui a déjà un positionnement. Des fois, ça peut aider lorsqu'on a un certain capital de ne pas être obligé de démarrer de zéro. C'est une façon aussi de faire. Donc, c'est des choses à regarder. À partir de là, lorsqu'on a un projet, c'est de voir comment on le structure, son projet. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte tous les spécialistes, puis on insiste beaucoup sur le fait de se faire accompagner parce que oui, on peut faire les choses tout seul, ça va prendre beaucoup plus de temps, il y a des risques d'erreur, il y a des risques d'investir, de donner des sous, des fois de la mauvaise façon. Donc, de vous assurer de vous faire accompagner par des professionnels accrédités, que ce soit en immigration, que ce soit des comptables agréés, que ce soit des fiscalistes, des avocats en droit des affaires, pour vraiment bien connaître les règles, les façons de faire, se familiariser, puis voir comment le projet peut se structurer à partir de là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup, d'avoir un réseau de partenaires qui peuvent donner du temps à l'entrepreneur pour se bâtir sa stratégie. Donc, prendre le temps de vraiment bâtir la stratégie, de venir aussi sur le terrain lorsqu'on n'est pas déjà sur place. Il y a des gens qui ont la chance déjà d'être à Québec, soit via les études, soit via un emploi, qui ont commencé à se faire un réseau d'affaires, qui connaissent les spécificités régionales, mais il y a des gens aussi qui partent leur projet de l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est important de venir sur place, pas juste de faire une étude de marché à distance, parce que les spécificités culturelles, les façons de faire, l'accueil des gens va être différent avec le temps. Donc, c'est ces voyages-là, c'est ces rencontres-là qui permettent tranquillement, pas vite, de se bâtir un réseau puis d'assurer le succès du projet. Donc, c'est un peu le cheminement souvent que vont suivre les entrepreneurs internationaux, qu'ils soient ici ou à l'international, mais c'est vraiment de trouver le bon projet, de se poser les questions. Qu'est-ce que vous aspirez de votre projet d'entrepreneuriat aussi? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont se dire « Ah, mais j'aimerais ça avoir un gîte touristique », mais qui n'ont jamais fait ça et qui ne sont pas familiers avec les spécificités d'être passé l'été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à servir des gens plutôt qu'à avoir des vacances. Donc, c'est important de se connaître comme entrepreneur puis de savoir ce qu'on attend d'un projet d'entrepreneuriat avant même de chercher un projet pour vraiment assurer qu'on a ce qu'il faut pour le mettre à terme. Je trouve ça intéressant, puis je ferais peut-être du pouce avec Laou. Comment, dans le fond, tu fais justement quand tu arrives dans un nouveau pays comme ça, tout est à apprendre, tout est nouveau, il n'y a rien comme de base solide sur lesquelles te rattacher. Comment tu fais pour jongler un peu avec tes ambitions professionnelles, de dire j'ai envie de bâtir une entreprise, de construire quelque chose qui va rester, et j'ai aussi une vie personnelle à moi intime qui apprend à vivre dans un nouveau pays. Comment on fait pour conjuguer un peu toutes ces ambitions-là quand tout est à découvrir finalement? En fait, moi, je pense qu'il faut pas se précipiter. Il faut vraiment, nous, on a fait, peut-être parce qu'on est un petit peu on va dire, par rapport à notre métier, on est très, très prudente. L'aéronautique, il faut faire les choses correctement et de façon structurée. Donc, moi, j'ai d'abord fait plusieurs voyages exploratoires à Québec, à Montréal, pour savoir comment je me sentais moi personnellement, parce que sur un plan personnel, je suis extrêmement sensible à mon environnement. Donc, en tant que femme aussi, sentir s'il y avait de la sécurité au niveau de la ville, si je me sentais bien.
Donc, j'ai fait à peu près 3 à 4 voyages exploratoires. Je suis venue en hiver, je suis venue en été, je suis allée à Montréal, j'ai fait le Startup Festival pour voir quelle était l'ambiance et j'ai rencontré une communauté de gens extraordinaires, d'entrepreneurs qui m'ont vraiment séduit. Et j'étais encadrée par Québec International. Donc ça, c'est une chose. Moi, c'était facile pour moi également d'immigrer parce que je n'ai pas la charge familiale, je n'ai pas de charge familiale à gérer puisque je suis une femme seule. Par contre, j'avoue que mon associée qui a immigré, elle, avec son mari et ses 3 enfants, c'était un challenge parce que c'est toute la famille qui doit s'intégrer, on va dire, à la même vitesse. Donc, il faut veiller à ce que dans la fratrie, les frères et sœurs ne décrochent pas. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des enjeux que les parents ont dû, on va dire, affronter. Et ça n'a pas été facile. Donc moi, j'avoue que j'ai pu tout de suite me mettre au travail, dans mon incubateur, en étant accompagnée par les équipes du COED Québec International, et j'étais sur les rails très vite. Je trouve ça très intéressant que tu sois venu plusieurs fois avant d'immigrer officiellement. C'est intéressant parce que effectivement, c'est une façon d'explorer tranquillement, pas vite, le nouveau milieu, puis de l'apprivoiser, puis effectivement de valider certaines appréhensions, certaines idées préconçues qu'on peut avoir. Donc, je pense que c'est probablement effectivement un bon conseil à ce niveau-là. Roger, est-ce qu'il y a des choses, quand on arrive ici, justement, là, toutes les règles, tous les règlements sont nouveaux, comme Mélanie le mentionnait, il y a beaucoup de lois et de choses à respecter qui sont souvent peut-être différentes dans notre pays d'origine. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver à travers toutes ces lois-là, puis à s'assurer de ne pas faire d'erreurs, si j'ai envie de dire? Encore une fois, je pense que le conseil de Mélanie d'entrée de jeu d'aller chercher des professionnels dans les domaines appropriés vont toujours être de rigueur. Là. Je veux dire, moi, je fais de l'immigration. Je vous confirme que quand on débarque de l'immigration et qu'on parle de droit du travail, bien, je vais dévier les questions vers mes collègues, je dis souvent en haut parce qu'au bureau, ils sont juste en haut de moi. Puis là, on va aller adresser la réalité du droit du travail. Moi, je vous dirais, c'est de ne pas prendre pour acquis, poser des questions. Des fois, l'investissement d'1 heure avec un professionnel va vous faire sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent, peut-être pas dans la semaine qui suit, mais va vous empêcher de vous diriger en pleine vitesse vers un mur, vous permettre de mettre le frein avant, puis prendre le virage de la bonne façon pour adapter votre pratique à la réalité où est-ce que vous vous êtes installé. C'est sûr que c'est pas vrai qu'il y a un avocat qui connaît toutes les lois par cœur et toutes les jurisprudences du pays par cœur dans tous les domaines, de la même façon qu'un comptable ne peut pas être sensible à toutes les réalités, puis les impacts que ça va avoir sur une fiscalité. Donc, c'est important d'aller chercher les expertises qui s'appliquent à notre réalité et de ne pas prendre pour acquis que ça se passe comme à la maison. Je veux dire, dans le domaine que vous nous parlez aujourd'hui, puis Mme Keita, le fait qu'elle ait pu venir plusieurs fois, je suis certain que ça l'a aidé. C'est pas tout le monde qui a la facilité de venir virer au Canada 2 semaines, 3 semaines. C'est pas tous les ressortissants de tous les pays qui ont cette facilité-là. Donc, c'est d'aller s'attacher, d'aller chercher les expertises, puis de ne pas, souvent ce qu'on voit par exemple avec les Français, c'est qu'ils voient le Québec comme un département de la France outre-mer, comme toutes les choses se passent pareil que la France, parce qu'on partage presque la même langue, disons-le comme ça. OK? Donc, ça, c'est une petite erreur qui est plus facilement, je dirais, rattrapable. À cause, justement, il n'y a pas de barrière de langue. Donc, les entrepreneurs français, ils arrivent des fois avec un préconçu. Là, ils ont un petit choc. Ils sont comme, oh, c'est pas vrai, les Québécois, ils ne font pas leur épicerie à tous les jours. Petit exemple. Donc, important de se prendre le temps de se poser, d'aller chercher les expertises et de peut-être pas se créer une réalité qu'on voudrait transposer dans notre nouveau pays, mais d'être attentif. Excellent, c'est intéressant. Puis, dans le fond, je comprends qu'il y a plusieurs façons d'arriver au Québec, au Canada. Est-ce qu'il y a une façon qui est mieux qu'une autre? Je sais pas. Encore une fois, c'est toujours une question, c'est très, très factuel parce que j'ai les programmes canadiens, puis vous le savez, au Québec, on a des programmes québécois en plus. On est la seule province avec un ministère de l'immigration. Donc, c'est de voir quelle est la réalité de la famille. Est-ce que j'ai 2 adultes sur le marché du travail
qui sont matures dans leur emploi, puis qui s'en vont, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que j'ai un projet, comme Mélanie disait, qui est comme un changement de carrière, une réorientation de l'activité économique de la famille, qui aurait lieu d'aller coupler ça avec un parcours scolaire, par exemple? Puis évidemment, il y a toute la question financière. Un entrepreneur qui arrive ici avec les reins solides, qui est capable de vivre un 4, 6, 8 mois de start-up avec des revenus plus limités, on ne va pas les conseiller de la même façon qu'une jeune famille qui arrive avec 3 enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent payer le soccer, qui doivent payer toutes sortes de choses et que là, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de revenus. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de voies en immigration. Nous, notre travail, c'est ce qu'on fait beaucoup avec l'équipe de Québec International, c'est de regarder la particularité et la réalité, puis de pointer les voies. Regardez, si on va dans cette voie-là, ben, c'est madame qui va diriger le projet d'immigration. Si on va vers là, ben, monsieur, vous allez devoir vous limiter à un emploi fermé dans telle entreprise. Donc, c'est de bien comprendre, de bien mettre, encore une fois, les vraies choses devant les gens pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée basée sur leur réalité à eux. Mais oui, il y a plusieurs voies et ce ne sera pas possible ni productif pour nous aujourd'hui de toutes vous les décaler. Non, c'est intéressant. Puis effectivement, c'est toujours du cas par cas de ce que je comprends parce que ça dépend de quel pays on vient, combien de temps, si on est déjà venu, combien de temps. Donc, il y a toutes sortes de questions à ce niveau-là. Mais j'aime bien la question par rapport justement à l'argent. Donc, Mélanie, de ton expérience, là, de tous les entrepreneurs qui viennent à Québec pour immigrer, pour lancer une entreprise, est-ce que ça prend un certain montant d'argent? On dit, voici, avec 50 000 je suis bon pour lancer une entreprise. Ou est-ce qu'il y a un chiffre magique ou combien d'argent on peut s'attendre à avoir besoin pour l'ensemble de tous nos besoins, justement, quand on démarre une entreprise et qu'on immigre dans notre vie personnelle, finalement? Est-ce que Mélanie est là? On l'a-tu perdu? Je suis là. Oui. Oui, okay. Donc, c'est très relatif au projet, encore une fois. Ce qui va être important, c'est toujours de considérer qui vient et de quoi ils ont besoin à la base pour vivre. Nous, ce qu'on calcule, c'est que souvent, juste la relocalisation, donc déménagement, fait administratif, immigration, etc., on peut facilement dépenser entre 20 et 30 000 canadiens juste pour toute cette réorganisation-là, pour se loger, avoir un premier véhicule, des choses comme ça. Donc, si à la base, juste pour vivre, la personne n'a pas les moyens de faire ce projet-là d'immigration, souvent, ce qu'on va lui dire, bien, avez-vous pensé à regarder d'abord pour trouver un emploi ou pour venir via les études? Parce que là, il y a des options de soutien financier et ça donne le temps à la personne de s'intégrer dans un écosystème, d'aller chercher des revenus supplémentaires pour démarrer le projet. Parce que, oui, il y a du financement disponible au Québec pour des projets d'entrepreneuriat, mais il faut toujours avoir une mise de fonds. Et c'est là, souvent, que les gens sous-estiment ce que ça peut prendre comme mise de fonds. On parle souvent d'au moins 25 du projet, mais c'est certain que si la première année, vous n'avez pas de vente, puis il faut tenir, il faut quand même payer des salaires, il faut payer un bureau, il faut payer Même si vous travaillez de chez vous, par exemple, vous allez quand même avoir une connexion Internet à payer, avoir besoin de vous acheter un ordinateur, des choses comme ça. Donc, il faut prendre le temps d'analyser le coût de la vie et le coût de démarrer en prenant pour acquis que vous n'aurez peut-être pas de revenus la première année. Parce que le temps de s'installer, de faire le réseau, si vous arrivez avec des contrats en poche, c'est différent. Mais nous, on va souvent faire l'analyse avec la personne pour mettre en perspective, puis dire aux gens, bien, envisagez vous donner un salaire. Même si vous dites que vous n'avez pas besoin de vous donner un salaire pour la première année, calculez-le pareil. Puis pensez à ce que vous devez avoir cet argent-là à vous verser, parce que vous devez vivre aussi. Donc, ça va varier, mais je dirais que souvent, là, on est autour de 50 à 100 000 là, selon le projet d'affaires au minimum pour être capable de soutenir une famille et puis une première année d'installation. Mais c'est ça, chaque projet est tellement différent que je n'ai pas de montant exact à vous donner. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre du profil du projet. Mais il faut prendre le temps de le budgéter avant. Mais donc, finalement, c'est un travail supplémentaire que de faire un processus d'immigration puis de devenir salarié où on est un peu assuré d'avoir des revenus. Donc là, le concept de démarrer l'entreprise en arrivant, finalement, c'est la double incertitude là, de dire non seulement j'immigre, mais en plus, je dois trouver une façon de générer des revenus. Là-haut, est-ce que tu l'as vécu un peu comme ça toi aussi?
Ah oui, nous on a vraiment calculé, on s'est donné comme budget de mettre 100 000 $ pour l'immigration parce qu'on sait que de toute façon, il y a des aléas. Donc, même quand on calcule que ça va nous coûter 40 000, au final, on va se retrouver à 60, 70 000 parce qu'on n'avait pas prévu ça, etc. On a toujours des surprises sur le terrain entre la projection et il faut consolider la projection et le vécu. Donc du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas cette mise de fonds, et nous, c'était hyper important de ne pas aller dans un pays comme vous l'évoquiez avant, c'est de se dire, est-ce qu'on se sent bien dans le pays? Comment sont les gens? Parce que moi, je ne connaissais pas le Québec, donc est-ce que je me sens bien en hiver? Est-ce que je me sens bien en été? Comment est-ce que c'est? Et moi, j'en ai fait 4. Hein. Donc, et après, au bout du 4e, je me suis dit, OK, je me sens bien aussi bien en hiver qu'en été. Ça va me coûter à peu près 100 000 $. J'immigre parce que j'ai les ressources, parce que je me sens bien en sécurité et ils ont l'air gentils et je pense que je ne vais pas avoir trop de difficultés entre la France et le Québec pour m'adapter parce qu'il y a quand même une différence culturelle assez conséquente. Effectivement. Au niveau des différences culturelles, une des questions qui revient souvent, justement, c'est des gens qui veulent entretenir un lien d'affaires avec leur pays d'origine. Donc, peut-être cet aspect-là de sécurité, de dire je connais mon pays d'origine, je connais des gens là-bas, j'ai de la famille. Donc, pour moi, c'est peut-être plus facile d'avoir une entreprise qui a un lien avec mon pays d'origine. Donc, j'aimerais vous entendre les trois, si possible, là, sur cette question-là, à savoir, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un projet qui naturellement a un lien avec son pays d'origine ou au fond, c'est une décision d'affaires comme une autre puis que ça n'a pas nécessairement d'importance? Je ne sais pas si Mélanie, tu voulais commencer, je serais curieux d'entendre les deux autres aussi là-dessus. Il y a différentes façons de le voir. C'est sûr que s'il y a déjà une entreprise existante dans le pays d'origine, ça peut être un atout de venir créer une filiale. Donc, ça peut offrir une piste d'expansion, de croissance pour l'entreprise. Ça fait des ponts, ça permet d'avoir accès à des ressources humaines des deux côtés. Parfois, si la filiale va moins bien, la maison mère peut apporter des revenus entre-temps. Donc, oui, si vous avez une entreprise qui a déjà une expérience dans votre pays d'origine, qui est active, qui génère des revenus et que vous avez des gens de confiance qui peuvent poursuivre cette gestion-là sur place, ça peut être intéressant de développer cette bilocalisation-là. Autrement, c'est sûr qu'on a beaucoup aussi de gens qui arrivent avec des projets de dire, je vais faire de l'importation de mon pays d'origine et réexporter sur le marché. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais il y a quand même une validation à faire parce que souvent, c'est dans des secteurs où il y a déjà des gros joueurs d'installés. Il n'y a peut-être pas un marché comme on s'y attend pour pouvoir vendre. Et tout ce qui est service en général, pour que ça soit un succès, il faut avoir un réseau. Donc, si vous n'avez pas encore développé votre réseau local et vous voulez développer une activité dans le domaine des services, que ce soit de la consultation, de l'import-export, si vous n'avez pas un réseau solide dans le pays de destination, même si vous avez un réseau très solide dans votre pays d'origine, la route est quand même longue parce qu'il faut prendre le temps d'établir ce réseau-là de confiance, qui va vous faire confiance, qui va vous confier des mandats. Donc, donnez-vous le temps. C'est possible de le faire, de bien le faire, que ce soit un succès, mais ça prend du temps. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on y revienne sur le réseau tout de suite après, parce que je trouve ça intéressant. Là-où, je ne sais pas si tu voulais, si tu avais un ajouté sur la question précédente. Oui, absolument. En fait, nous, on a décidé, en fait, puisque nous, on est déjà établis en France, à Nantes, on a décidé d'établir notre filiale à Québec. Et lors de ces voyages exploratoires dont moi je parlais, ça a été aussi de valider si on pouvait, tisser un réseau local en termes d'ouverture pour notre marché aéronautique. Et il est vrai que donc on a été avec Mélanie à plusieurs rendez-vous que l'on a programmés et il y avait un réel potentiel. Il faut savoir qu'en aéronautique, vous ne pouvez pas dans le monde aller vendre de la maintenance ou des services comme
comme est notre activité, si on ne vous ouvre pas la porte, il vous faut la porte d'entrée, il faut que quelqu'un, on est vraiment dans la chaîne des responsabilités, c'est-à-dire qui va répondre de Keita Systems au Québec? Eh bien, c'est le directeur général de l'Association québécoise du transport aérien qui a dit, OK, moi, je vous ouvre la porte Keita Systems, je réponds de vous. À partir du moment où on avait l'ouverture pour pénétrer le marché québécois et canadien, là, on a décidé de s'implanter. Ces voyages exploratoires étaient à la fois dans un but personnel et dans un but de validation de possibilités de pénétration du marché. Et c'est comme ça qu'ensuite, on a décidé donc de créer la filiale. Et c'était facile pour nous puisque nous sommes basés à la Chambre de commerce de Nantes et nous avons des gens extrêmement gentils et compétents qui gèrent les choses pour nous. Donc, on avait cette double sécurité de se dire qu'on pouvait faire notre expansion sur le marché nord-américain tout en étant accompagné et en faisant confiance à des personnes à Nantes qui gèrent les choses pour nous, administratives, etc. C'est la condition sine qua non pour poursuivre sereinement une expansion sur un autre marché. Bon, pour vous, ça a été, c'est ça, une façon d'aller agrandir l'entreprise finalement à travers vos ambitions personnelles d'immigration. Donc, c'est intéressant. Puis le séjour exploratoire, de ce que je comprends, a eu plusieurs objectifs. Oui. Donc, pas tout simplement là, au niveau personnel d'apprendre à connaître le nouveau pays, mais aussi pour valider finalement le réseau et les partenaires potentiels. Oui, absolument. Excellent. Puis, Roger, comment toi tu vois ça au niveau de lancer une entreprise qui a un lien d'attache avec son pays d'origine? Est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau du droit qu'il faut considérer? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Mélanie puis Mme Keita, mais moi, ce que je retiens, c'est sûr que dans l'optique où est-ce que ça permet de transposer des compétences ou une expérience, il y a une valeur à partir d'une réalité étrangère puis à l'amener au Québec. Le point de Mélanie est de dire, assurez-vous que le marché répond à ce que vous, de la même façon que vous pensez, il est excellent aussi. Le meilleur exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, les Québécois n'utilisent pas les boulangeries de quartier comme les Français. Donc, les Français qui veulent s'établir, il y en a quelques-uns qui vont le faire à Montréal, dans un quartier où il y a tellement de Français, où que là, peut-être leur réalité va être plus vraie, mais dans l'ensemble de la province, c'est pas vrai que le Québécois va à la boulangerie comme le Français va à la boulangerie. Donc, pas parce que ses croissants sont pas bons que ça ne fonctionne pas à Saint-Georges-de-Beauce. C'est peut-être parce que son modèle est pensé sur une réalité française, puis il s'installe à Saint-Georges-de-Beauce sans regarder comment les Beaucerons ils vont leur épicerie une fois par semaine. C'est comme ça qu'on fait au Québec. Des fois, juste vouloir transposer parce qu'on a une expertise peut amener, comme on disait, à des préconçus qui vont nous faire retarder la rentabilité, retarder l'efficacité de l'entreprise. Mais c'est certain que, en bon québécois, de cacher, de prendre l'acquis qu'on a ailleurs puis de s'en servir comme tremplin pour lancer l'entreprise québécoise, ça peut avoir de la valeur. Mélanie a parlé du niveau de l'immigration. Ça peut être facilitant pour transférer des ressources humaines, surtout en ces moments où est-ce qu'on les veut souvent hier. Hein? Les ressources, quand on en a besoin, on en a besoin hier. L'immigration n'est pas créée pour répondre en temps réel. Okay? Même en temps de pandémie, là, nos gouvernements font beaucoup pour faciliter les choses, mais c'est compliqué. C'est toujours au détriment de quelque chose, la sécurité, la double vérification ou des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des points d'attache à travers le monde pour faire de la mouvance de personnel. Mais ce n'est pas impensable, comme le disait Mélanie, de partir en reprise d'entreprise dans un nouveau domaine où est-ce qu'on a peu d'expérience, mais on va le faire différemment, on va se structurer différemment, on va aller chercher plus d'expertise, probablement en démarrage jusqu'à ce qu'on l'acquiert nous-mêmes. Donc, je comprends que ce n'est pas une formule magique là, de dire je faisais ça dans mon pays d'origine, j'arrive, je fais ça au Québec, ça fonctionne. C'est pas une formule magique. Non, surtout pas dans tous les domaines. Mm-hmm. Effectivement. Puis justement, si on revient au réseau qu'il faut développer pour réussir à mettre en place son entreprise comme ça, par où on commence? Est-ce que vous avez des trucs de dire voici, je veux lancer une entreprise, je dois commencer par là, je dois aller là en premier? Ou est-ce qu'on va partout sans trop se poser de questions, puis on regarde qu'est-ce qui fonctionne, puis on ajuste au fil du temps? Donc, Léo, comment tu as géré ça au niveau du réseautage en arrivant?
Nous, on est extrêmement prudente, encore une fois, parce que notre domaine est sensible. Donc, moi, Mélanie, elle est témoin. J'ai regardé, j'avais à peu près 2000 sociétés qui sont reliées dans l'écosystème aéronautique québécois et canadien. Je les ai regardées une par une pour être sûr d'avoir un minimum de sociétés compatibles avec notre métier. Sur ces 2000 sociétés, j'en ai extrait à peu près 450 et j'ai même donné la base de données à Mélanie en disant sur ces 450, est-ce que tu peux me trouver des rendez-vous et en fonction des rendez-vous que Mélanie a décrochés, là, j'ai pu valider qu'il y avait vraiment un potentiel. Donc, on est vraiment allé de façon tout à fait progressive sur une année. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Vous ne pouvez pas immigrer en n'ayant pas regardé votre marché, en n'ayant pas regardé la potentialité, en n'ayant pas regardé si vous avez une porte qui est ouverte en arrivant. C'est à ça que servent des voyages exploratoires, en essayant de se dire est-ce que je vais bien me sentir au niveau de moi personnellement, parce que si je suis bien personnellement, je serai performante pour lancer ma filiale québécoise. Donc, il faut en fait énormément travailler. Moi, j'ai travaillé sur 6 mois au moins pour valider mon marché. On ne peut pas y aller comme ça. Ça demande énormément de travail. La préparation est importante. Mélanie, En amont, la préparation est importante. Et entre ce que l'on a projeté dans son modèle d'affaires et la réalité, il faut venir sur place pour dire ce que moi j'ai validé par rapport à mon modèle d'affaires, c'est exactement, je ne me trompe pas, et cela 4 fois. Effectivement, il faut investir de l'argent parce que c'est vrai que ça coûte en hôtel, en billets d'avion, mais ça coûte plus cher de se tromper. Et donc, on a préféré investir de l'argent pour faire ces voyages exploratoires et ne pas se tromper plutôt que d'engager notre société. Et là, ça aurait été catastrophique. Et là-haut, c'est une élève exceptionnelle parce qu'elle lit même les bios des gens avant de les rencontrer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plusieurs réseaux, je dirais, il y a différentes choses. Il y a se faire un réseau personnel, puis il y a se faire un réseau professionnel. Pour ce qui est du réseau personnel, c'est sûr que tous les organismes qui peuvent vous aider, les organismes d'aide à l'intégration, les organismes, les agences de développement économique aussi qui ont tout le volet d'aide à la relocalisation. Parfois, ça se fait via des partenaires externes. Donc, ça peut être des gens qui vont vous pointer, disons, des regroupements de gens de votre pays d'origine ou des regroupements de gens, d'expatriés qui sont installés. Pour les anglophones, il y a par exemple à Québec Voice of English Speaking Québec. Donc, il y a plein de petits regroupements comme ça qui permettent de se faire un cercle de soutien parce qu'évidemment, quand on s'expatrie, on perd souvent notre cercle familial. Donc, il faut s'en refaire un qui devient une famille reconstituée un peu avec des amis, avec des connaissances. Donc, de ne pas hésiter à aller vers ces réseaux-là parce que oui, il faut se faire des amis québécois, il faut se faire des réseaux québécois, mais ça fait du bien des fois d'avoir des gens qui ont les mêmes points de repère que soi, qui comprennent les différences, qui vont connaître les émissions de son enfance, qui vont connaître les chanteurs de son pays d'origine. Des fois, on a besoin de ça. Quand le temps passe, là, puis des fois, l'hiver arrive, on se sent isolé, tout ça. C'est des choses importantes, puis il ne faut pas le négliger, ce volet-là. Mais en parallèle, il y a tout ce qui est réseau professionnel, réseau d'affaires. Puis là, il y a tellement de ressources, je vous dirais, au Québec. Il faut prendre le temps de cogner à chaque porte, de comprendre ce que chaque organisme fait. Et chaque individu que vous allez rencontrer selon l'organisme va avoir un réseau aussi différent. Donc, des fois, moi, je regarde avec mes collègues, même chez Québec International, on a des réseaux qui sont complémentaires. Donc, une collègue à l'exportation va avoir un réseau qui va ouvrir sur, disons, différentes sociétés qui vont pouvoir partager avec un entrepreneur. Le camp va avoir un réseau différent, plus communauté entrepreneuriale, aide sur l'entrepreneuriat. Nous, on va avoir un réseau différent qui va être plus sur, justement, les entrepreneurs de l'international. On a des réseaux de chambres de commerce aussi, par exemple. On travaille beaucoup avec la Chambre de commerce française, le Cercle d'affaires Québec-Belgique et d'autres communautés. L'organisme Entreprendre ici qui est de Montréal aussi, qui couvre l'ensemble du Québec.
Donc, c'est tous des réseaux d'affaires qui vous permettent d'aller chercher des fois du partage d'expériences, partage de connaissances, de trouver des nouvelles opportunités. Des fois, c'est un individu qui va vous connecter avec un de ses clients, qui va vous ouvrir une porte. Donc, de penser de faire le tour des associations de gens d'affaires, des associations professionnelles de votre domaine, de participer à des événements. Quand vous êtes sur place, de prendre le temps de regarder est-ce qu'il y a des événements d'affaires auxquels je pourrais aller pendant que je suis sur place en séjour de prospection, par exemple. Puis, de ne pas hésiter justement à joindre des chambres de commerce, des réseaux qui font des événements réguliers parce que ça va bâtir tranquillement ce réseau d'affaires-là. Puis j'ajouterais aussi tout ce qui est service, par exemple, comme le mentorat d'affaires. C'est exceptionnel ce que ça peut apporter aussi à l'entrepreneur pour l'aider à se développer comme individu, comme entrepreneur, mais aussi pour développer tranquillement son réseau d'affaires, de réfléchir, de prendre du recul là-dessus. Donc, de prendre le temps, des fois, de se trouver un mentor, un coach, quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre parcours comme individu aussi. Ça permet de prendre le recul nécessaire, que ce ne soit pas nécessairement toujours votre conjointe qui joue à ce rôle-là, que des fois, on n'a pas toujours envie d'en entendre parler de votre journée de travail. Donc, c'est des petits conseils des fois que les gens ne pensent pas à ces ressources-là, mais c'est pas nécessairement des ressources qui coûtent beaucoup d'argent. C'est des petits investissements souvent qui vont vous rapporter gros sur du long terme. Est-ce que c'est un peu pour cette raison-là, Léo, que tu as été vers le camp, justement, pour te faire accompagner, pour profiter, j'imagine, du réseau qui entoure tout ça? Oui, moi, c'était important, en fait, de profiter du réseau du camp parce que ça m'a même permis de m'intégrer socialement. C'est-à-dire que le soir, j'ai pu sortir avec Internations, qui est le réseau pour les expatriés. J'ai rencontré des gens formidables. Donc, je suis arrivée la première semaine, j'avais déjà des rendez-vous pour sortir. Hein. Je me suis dit, mais c'est super. J'ai dû même en refuser en disant, je ne peux pas dîner tous les soirs parce que je suis quand même là pour travailler parce qu'on peut se laisser vite, on va dire, happer. Mais Mélanie est sortie avec moi. On est allé avec des gens de la chambre de commerce franco-québécoise. Donc, je me suis fait, la première semaine, rendez-vous compte, un tissu social extraordinaire que je cultive encore maintenant. On se fait parce qu'on sortait évidemment, on allait au restaurant, on allait dîner et puis régulièrement via Zoom, on se fait nos apéros de façon tout à fait personnelle, on fête les anniversaires et je trouve ça vraiment incroyable et c'est par le biais de Québec International et du camp que j'ai pu aussi m'intégrer socialement. Et ça, cet aspect-là, j'imagine qu'il est important pour l'entrepreneur aussi. Dans le fond, que l'entrepreneur doit, j'imagine, être socialement bien intégré pour que son entreprise fonctionne bien, j'imagine? Il faut être bien intégré pour, on va dire, pour enlever l'habit français. Parce que, je veux dire, moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadrice canadienne en France, Madame Isabelle Hudon, qui est venue à Nantes, hein, qui fait le job extraordinaire. Elle a pris le train pour venir nous rencontrer, nous, entrepreneurs, en disant « Attention, vous les Français, ce ne sont pas les Québécois qui doivent s'adapter à vous, c'est bien vous qui allez vous adapter aux Québécois, aux Canadiens. » Donc, elle nous a bien fait la leçon en disant « Maintenant, allez !» parce qu'elle nous connaît, vu qu'elle habite en France. Donc, c'est vrai que du coup, moi, en arrivant dans le pays, j'avais à cœur d'enlever, on va dire, ces réflexes. Je reste française, profondément française et je suis fière d'être française, mais d'enlever ce manteau français de réflexes. Effectivement, aller chercher le pain tous les matins, j'ai renoncé parce qu'il faut être résilient. Chercher la bonne baguette bien croustillante, etc. le matin, j'ai renoncé. Il faut être résilient. Voilà, c'est comment dire... c'est se dire, bon voilà, le pays va m'offrir autre chose, je ne vais pas m'attendre à avoir un département français, ça j'ai bien aimé cette expression, mais par contre ça va être riche de plein de choses. Moi, la poutine, bon, j'en mange qu'une fois parce que je ne veux pas grossir non plus et chanter du gospel dans les églises parce que sinon, ça serait terrible. Mais la poutine, c'est génial. Je me dis, waouh, je ne connaissais pas, etc. Il y a plein de choses à découvrir à condition d'être résilient. Et je pense que pour immigrer, il faut aimer les gens. Moi, j'aime profondément les gens.
Et j'ai trouvé qu'il y a une tendresse québécoise. Je suis avec des Français, une communauté française, et on voit cette tendresse québécoise. Des fois, moi, je vais me recueillir devant la statue du général de Gaulle. J'ai envoyé ça à mes amis français en disant, regardez, le Québec, hommage à notre général. Je trouve ça formidable. Et en plus, c'est une très belle ville où moi, honnêtement, je me sens bien. Je suis fan de Québec, de la ville de Québec. Bien heureux de l'entendre. Roger, j'aimerais justement, dans cette intégration-là, il y a des pratiques qui sont différentes dans d'autres pays. J'aimerais que tu nous dises si tu as vu ou s'il y a des choses que des gens vont faire qui sont pas nécessairement peut-être illégales, mais un peu mal vues ou pas tout à fait dans les us et coutumes au Québec, ou peut-être même des choses là, carrément quand quelqu'un a un réflexe de faire, finalement, c'est complètement illégal, il faut pas faire ça. Donc, est-ce que tu as différents exemples de choses à faire attention? Oui, avant d'aller vers là, je vais juste faire un petit peu du pouce sur le réseau parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites. J'ai bien aimé Mélanie qui fait la distinction entre l'importance du réseau personnel, du réseau professionnel, puis l'expérience de Mme Keta vous l'a dit, sans sa capacité à sentir que le réseau l'accueillerait, elle n'aurait pas fait cette immigration. Je trouvais ça très important. Il y a peut-être une réalité que je trouverais importante à mentionner, c'est par rapport à la reprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de vendre leurs entreprises. Il ne faut pas négliger l'espèce de maillage avec le vendeur que vous pouvez avoir. Moi, quand j'ai vu des bonnes synergies entre vendeurs-repreneurs, un repreneur qui s'appuie pendant quelques mois, quelques années sur un vendeur pour bien faire une transition, pour amener un chiffre d'affaires encore plus loin après la reprise, ça a souvent aidé à créer ce réseau d'affaires-là. Donc, quand on magasine pour une reprise, oui, la business est intéressante, ça me parle. Est-ce que j'ai un atome crochu avec le vendeur qui va me permettre de faire une transition en douceur, puis de garder des acquis qui avaient déjà été là, puis de les mettre à ma saveur, à moi, en tant que nouvel entrepreneur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, de regarder. Puis, vous le savez, c'est comme acheter une maison. Quand tu arrives chez quelqu'un, puis tu ne sens pas la personne, tu ne vas pas acheter la maison, tu n'auras pas le goût, tu vas avoir quelque chose qui va t'énerver, les couleurs. Les divisions sont parfaites, mais si les couleurs te frappent avec ta personnalité, il n'y aura pas de coup de foudre. C'est important de regarder ça par rapport au réseau. Pour revenir à ta question, Carl, par rapport aux choses, c'est sûr qu'il y a des réalités partout qui sont très, très différentes. Il y en a qui vont poser des problèmes, puis il y en a qui vont être juste des ajustements. En général, c'est bien rare que les gens arrivent avec une pratique complètement illégale au Canada puis qu'ils ne le savent pas que c'est illégal au Canada. Hein? Dans le sens où on sait que dans certains coins du monde, travailler au noir, c'est pas anormal, disons-le comme ça, OK? C'est pas correct nécessairement, mais les gouvernements ne vont pas fermer les entreprises parce qu'il y a des gens qui travaillent au noir. Il y a tout un système quasi parallèle qui existe. Donc, ils vont arriver ici puis ils ne seront pas surpris d'apprendre que, ben non, ici, travailler au noir, c'est dangereux, ça peut mettre en péril l'entreprise, puis ça va juste vous coûter plus cher quand vous allez vous faire prendre parce que, évidemment, il y a toujours des intérêts, des choses qui s'appliquent. Fait que ça, c'est pas intéressant. Souvent, ce qu'on va voir, puis ça, je l'ai beaucoup appris avec tes collègues, Carl, à force de faire des missions avec Option Travail, la réalité employeur-employé va être différente beaucoup en Europe déjà un petit peu, beaucoup en Afrique. En Afrique, c'est bien rare qu'un employé va arriver et va en bon québécois challenger son patron, va lui lancer une idée qui pourrait changer une pratique profondément. On va se retenir dans beaucoup de coins du monde, on va se retenir parce que la notion de hiérarchie est gérée très, très, très différente. Au Québec, au Canada, on est beaucoup plus linéaire, on est beaucoup plus équipe, des réunions tout le monde ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, OK, parfait, oui, je vais prendre ça en considération dans mes décisions, puis je vais descendre tout ça après. Encore une fois, être bien accompagné va nous sauver ces surprises-là. L'entrepreneur française que vous êtes, Mme Keta, devait être contente de voir la différence entre les traitements des employés québécois versus les employés français. Je sais que quand on signe avec un employé français, c'est presque le mariage directement. Au Québec, c'est différent. Donc, ça, c'est des fois des bonnes surprises. Hein. En France, on est très réticent à mettre des gens sur notre payroll, dans notre liste de paye, parce que c'est très difficile de briser ce lien-là. Après, ça devient très coûteux.
Au Québec, c'est très, très différent. Les normes du travail sont beaucoup plus souples. Donc, il y a beaucoup moins de risques d'aller chercher un employé et de dire, bon, ben, on va faire 3 mois puis on s'en reparle après. T'sais. Donc, toutes ces choses-là vont s'apprendre lorsqu'on est bien réseauté, lorsqu'on est allé chercher les bons professionnels pour ces choses-là et lorsqu'on a fait nos devoirs. Donc, tu sais, ça suit un petit peu le cours de ce qu'on s'est dit. Il y en a, puis encore une fois, je pense que ta question n'était pas, Roger, décris-moi-les toutes. Évidemment, on ne serait pas capable, mais ça revient à ce qu'on s'est dit d'avant. Si on est bien réseauté, qu'on a des bons professionnels puis qu'on a fait nos devoirs, on ne devrait pas tomber en bas de notre chaise en bon québécois. On ne devrait pas être surpris profondément lorsque ces nouvelles réalités-là vont nous frapper dans l'entreprise. C'est intéressant, merci. Puis effectivement, le but, ce n'était pas nécessairement de toutes les lister, mais de voir un petit peu les différents enjeux. Mais comme tu le décris si bien, je pense que si on est bien accompagné puis qu'on a discuté avec suffisamment de personnes qui sont connaissantes un peu du milieu, je pense qu'on est à même de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées et qui sont moins sensibles, dans le fond, à créer des problèmes, j'ai envie de dire. Il resterait peut-être une dizaine de minutes à cette discussion-là. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent actuellement qui ont des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire. C'est sûr que si c'est des questions un peu plus personnelles, on va vous inviter à contacter les différents professionnels plus personnellement pour pas, dans le fond, pour pas dévoiler, j'ai envie de dire, toute la situation au grand jour. Mais l'idée derrière ça, c'est si vous avez des questions, je pense qu'il faut poser les questions aux différents professionnels. Donc, vous en avez ici. Il y en existe plein d'autres. Mais l'idée, je pense qu'effectivement, c'est d'être bien accompagné dans tout ça. Pour un mot de la fin, là où j'aimerais entendre une petite leçon de sagesse de ta part au niveau du fait de faire des erreurs quand on démarre une entreprise, mais aussi quand on immigre. Donc, j'imagine que tout n'était pas parfait. J'imagine aussi que la courbe de motivation n'était pas très stable. Donc, j'imagine qu'il y a eu des moments plus intéressants, plus stimulants, puis d'autres moments où on dit « mais pourquoi j'ai fait ça ?» J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu tiens le cap à travers tout ça. Ah, ça tombe bien que tu parles de cap puisque je suis dans l'aéronautique. Alors, comment je tiens le cap? Alors, ça ne t'a pas échappé que, mon nom, c'est aussi le nom de ma société. Donc, ça veut dire que nous, on a une tradition familiale qui est extrêmement forte puisque notre société repose sur notre nom. Et donc, c'est vrai qu'on est française d'origine africaine. Donc, nous, la famille, c'est très important. Et un jour, par turbulence, on va dire, on traversait des turbulences et puis Sébastien Tanguay, donc le directeur du camp, me dit une chose. Nous sommes vos parents. Vous êtes nos enfants. Alors lui, il l'a dit comme ça. Mais moi, ça m'a ramené vraiment sur mon cap et de façon énorme. Et j'en profite pour lui dire merci parce que là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font les parents? Eh bien, ils éduquent parce qu'ils ne nous ratent pas quand on fait des mauvaises présentations pour aller pitcher, etc. Moi, j'ai une Sherpa, Anne Lemieux. J'ai plus peur des investisseurs, de Anne que des investisseurs que je vais voir. Donc, parce que c'est l'image du camp, elle ne me laisse pas aller avec des présentations ignobles, catastrophiques. Et en plus, mais par contre, les parents, ils éduquent, mais ils aiment et ils sont là pour vous pousser, pour que vous grandissiez. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je suis fan du camp et je n'y vois que des avantages parce qu'on est en famille et on est sécurisé. Quand vous êtes loin de votre pays, la première chose dont vous avez besoin, c'est la sécurité. Et en plus, quand on se trompe en famille.